Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au flop des films de 2023. Cette vidéo fait suite à mon top 2023. Évidemment, il s'agit d'un flop personnel et devant on y retrouve aussi des déceptions ou alors des films malades via une production totalement chaotique. Parfois, on tire même sur l'ambulance évidemment et en même temps, pour certains, on sent que peut-être il y aurait pu avoir un bon film en dessous, mais bon, on juge après tout le produit fini. Et bah c'est parti pour le flop 10 de cette année 2023. Numéro 10. This is what it takes if you want to succeed. Simple. Numéro 10, The Killer. Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel. Alors je vais me faire des ennemis, tant pis, mais je comprends plus le cinéma de David Fincher, je suis désolé, je suis totalement à côté. Depuis qu'il a débarqué sur Netflix, je trouve ses films vraiment toute honnêteté inintéressants. Mis à part une scène ou deux, car tout n'est pas non plus à jeter, The Killer reste chiant à suivre. De même que comme c'est David Fincher, tout le monde crie au génie. Alors que pourtant sa mise en scène reste très académique sans forcément révolutionner quoi que ce soit. C'est pour moi plus une déception qu'une nullité, car j'étais vraiment parti pour l'aimer ce film. Mais force est de constater que ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Numéro 9. Numéro 9, Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Scott et Cassie sont soudainement happés dans une direction, tandis que Hope, Janet et Hank, tous se perdent dans un monde en guerre sans savoir comment ils pourront s'en sortir, ni même s'ils se retrouveront un jour dans leur foyer. Alors j'avais dit que ce troisième opus, qui nous dévoilait quand même le prochain Thanos, nous donnait une impression qu'une IA avait été utilisée pour faire ce scénario. Et mon avis n'a pas trop changé sur celui-ci. Du réchauffé, comme si le goût était synthétique. Les effets spéciaux sont immondes, nous montrons les limites de Disney à vouloir mettre les entreprises d'effets spéciaux à genoux. Montrons même les extrêmes, ils préfèrent carrément sortir un produit pas fini pour faire du fric. Alors le film n'aurait pas été non plus intéressant avec des effets spéciaux terminés, soyons honnêtes, mais il pointe du doigt les dérives d'une industrie. L'avantage, c'est que ce film n'a pas réussi à convaincre qui que ce soit. Les spectateurs se sont déjà tournés vers un autre cinéma, alors que Disney, toujours persuadé d'être le roi. Et on va passer au numéro 8. Numéro 8, Beau is Afraid. Beau tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. Alors ça c'est l'histoire de base, évidemment. Alors j'ai fait une vidéo également sur le cinéma d'Ari Aster avec une analyse complète sur ses deux premiers films et ses courts-métrages, si vraiment ça vous intéresse. Et pour ce qui est de son troisième long-métrage, à savoir Beau is Afraid, il réunit d'ailleurs même toutes les obsessions du réalisateur, et pourtant ce film ne m'a pas convaincu. Il est pourtant créatif, plutôt bien joué de la part de ses acteurs, mais alors pourquoi il se trouve dans les flops? Eh bien pour être honnête, le film m'a totalement paumé. Pourtant, comme je disais, j'avais déjà analysé le cinéma d'Ari Aster, je dois avoir été carrément laissé sur le bas de côté de la route. Ari Aster, il fait durer les choses en plusieurs actes, comme si nous avions plusieurs films en un. Pas d'imagination encore une fois, mais cela reste du cinéma de niche, et ça m'a donné aucune émotion, contrairement à ces deux premiers films. Je continue tout de même d'encourager ce genre de cinéaste, évidemment. Cependant, le film m'a perdu, comme je disais, et se perd aussi d'ailleurs, je trouve, dans son message et dans son histoire. Bref, je comprends qu'on aime ce film, mais malheureusement, je ne suis pas du tout la cible et je le reverrai pas du tout. Et on va passer au numéro 7. It's my little boy. I can't give up on it.
Numéro 7, The Son. À 17 ans, Nicolas semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Alors que lui arrive-t-il? Dépassé par la situation, sa mère accepte qu'il aille vivre chez son père, qui s'appelle Peter. Remarié depuis peu, père d'un nouveau-né, il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de renouer avec son fils. Alors lui aussi, j'en avais déjà parlé dans une vidéo bilan de début d'année, mais j'avais évoqué aussi le fait d'avoir beaucoup aimé The Father, mais que pour The Son, je suis resté totalement extérieur au film. Pourtant, les acteurs comme Hugh Jackman ou encore Laura Dern, ils sont impeccables. Mais là où le concept de la perte de mémoire dans The Father peut être intéressant, dans la mise en scène, The Son, ça reste totalement classique et abyssal, alors que pourtant la dépression, grand sujet du film, pourrait être aussi inventif que son aîné. Mais Florian Zeller, en fait, il en fait rien. Autre défaut majeur, la prestation du jeune adolescent qui est en surjeu, ça me faisait totalement sortir du film. Le film parle aussi des parents qui sont impuissants face à ce fléau qu'est la dépression sur leur enfant. Mais là aussi, c'est assez pauvre en mise en scène. Pourtant, encore une fois, les acteurs sont vraiment très bons et peuvent être dirigés comme ils veulent. Un rendez-vous, pour ma part, raté. Le mal-être suicidaire était tellement plus efficace, par exemple dans The After Sun, où la mise en scène inventive de Charlotte Wells était même au premier plan. Et on va passer au numéro 6. Let's go. Numéro 6, The Flash. Les réalités s'affolent dans The Flash lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour retrouver sa famille ne sont pas sans conséquence sur l'avenir. Et Barry se retrouve pris au piège d'une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu. À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré qui n'est pas forcément celui qu'il recherche. Barry s'engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu'il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l'univers? Mais c'est la question qu'on se pose tous. Mais le film est un ratage, oui, effectivement. Je crois que ce n'est pas une surprise qu'il soit dans les flops comme 90% des films de super-héros de 2023 d'ailleurs. Spoiler alerte. Encore une fois, cela annonce un renouveau pour le cinéma de divertissement, car les studios doivent se remettre en question. La formule marvelienne ne marche plus. Je crois que ce qui résume bien l'échec, c'est Michael Keaton qui explique le multivers à travers un plat de pâtes, les spaghettis en l'occurrence. Le scénario n'aura aucun sens et les explications vis-à-vis de certains changements n'auront aucun sens non plus et se permettra de vous faire croire que c'est intelligent, multipliant d'ailleurs de façon très insistante les références par exemple à Retour vers le futur. The Flash adopte non pas une ligne simple et cohérente, mais une explication qui n'a pas du tout de sens où les événements se croisent comme des spaghettis d'ailleurs, mais certains personnages n'auront pas le même physique parce que, écoute, ta gueule c'est magique. Je veux dire, c'est adapté de Flashpoint, qui a aussi des défauts, mais au moins c'est cohérent. Nous n'avions pas le même Batman, car avoir changé le passé, cela a modifié l'avenir, et c'est le père de Bruce qui enfile le costume de Batman. Mais ici, on change carrément de personnage pour titiller la zone nostalgique dans votre cerveau, et pourquoi pas piocher dans le catalogue de Warner pour y trouver et mater le contenu lié à Batman. On sent qu'il y avait une volonté de départ de faire un bon film, mais le scénario reste trop remodelé et certaines scènes n'ont pas de sens, et sans parler des effets spéciaux qui sont vraiment pas terminés et immondes, on sent clairement que Warner n'avait plus rien à foutre de DC. Mais rassurez-vous, ce n'est pas non plus le dernier clou du cercueil qui arrive bientôt. Quant aux chiffres au box-office, ils en disent non. En effet, la plupart des blockbusters liés aux super-héros ont floppé au box-office. Force est donc de constater que la nostalgie ne paie plus. Faire revenir Papy Keaton ne fera pas non plus un bon film, ni mettre des yes man aux commandes. Les films coûtent de plus en plus cher, ce qui est de plus en plus un risque aussi de ne pas retrouver son investissement, avec des méthodes qui ne sont pas honorables, comme faire pression sur les équipes des effets spéciaux, avec des délais de plus en plus courts, parce qu'ils changent plein de choses, parce qu'il faut sortir un film de super-héros tous les 6 mois. Écoutez, maintenant ça tient plus et on en voit les limites. Numéro 5.
Numéro 5, l'exorciste dévotion. Depuis que sa femme enceinte a perdu la vie au cours d'un séisme à Haïti 12 ans plus tôt, Victor Fielding élève seul sa fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaîneront et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui n'ait jamais été témoin de pareils phénomènes, Chris MacNeil. Alors encore une fois, une suite qui passe totalement à côté de ce qui fait le sel, par exemple, de l'exorciste. Décidément, les suites à l'exorciste sont toutes maudites. Pourtant, en vérité, franchement, la réussir, c'est pas si compliqué que ça. Installer une ambiance, s'attacher au personnage, et surtout, suggérer au maximum sans en faire trop. Ici, on essaye, encore une fois, de penser public avant de faire un bon film. Les ingrédients sont les mêmes que les suites d'Halloween de David Gordon Green, le réalisateur du film. On fait revenir les anciens personnages, avec une fonction parfois artificielle, surtout dans l'exorciste, elles sont toutes artificielles, juste là pour nous rappeler qu'on est dans la même saga. Et les gars, le premier film a plus de 50 ans et fait beaucoup plus peur que votre film. Grandissez, rappelez peut-être les événements par des coupures de journaux, si vous voulez, mais n'allez pas plus loin. Et n'allez pas plus loin si vous n'avez pas d'idée. Et puis le caméo de Regan, les gars, franchement, la plupart des personnes dans le ciné ne savaient même pas qui c'était tellement c'était mal amené. Pour le reste, certains moments sont bien réalisés, pour une production qui a duré très peu de temps, à peu près un an et demi. Et bien au niveau du scénario que nous avons un problème. De filles possédées, pourquoi pas, sur le papier ça peut être plutôt pas mal, mais elles sont possédées presque immédiatement, sans qu'il n'y ait de véritable doute. L'absence presque du corps médical pose question également, pas de diagnostic, et puis sans parler de l'exorcisme en lui-même, avec toutes les religions, c'est beaucoup trop mal amené. Tout va trop vite, sans qu'il y ait vraiment de sens. Pas de scène mémorable, pas de peur, on ne sent rien devant, sans parler des nombreux clichés autour de la famille catho pratiquante, qui n'est pas du tout subtil non plus. Il n'est pas étonnant d'avoir dégagé d'ailleurs le réalisateur du film, même si cela ne couvre pas les frais pour avoir racheté la licence. Dévotion était censé être le début d'une trilogie, à voir ce qu'ils feront par la suite, mais on est déjà sur un édifice bien casse-gueule. Et vous savez quoi, ce n'est pas non plus le pire film l'exorciste de cette année. Et on voit ça d'ailleurs avec le numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, l'exorciste du Vatican. Inspiré des véritables archives du père Gabriel Amorth, le père Gabriel enquête suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé. Ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. On copie sans jamais comprendre le matériau de base qu'est l'exorciste, et l'exorciste au Vatican, eh bien ça a les mêmes défauts que les suites de l'exorciste en général. On va les énumérer, rassurez-vous. Le prêtre n'a aucun background intéressant, s'amuse à faire des blagues sans que ce soit drôle en plus, avec un Russell Crowe totalement en roue libre. Une possession qui attaque direct, sans que ce soit subtil et terrifiant, juste un gosse qui fait des injures. Très bien, mais comme vous n'avez pas installé votre personnage, alors comment en tant que spectateur je peux être impliqué pour que j'ai envie qu'on le sauve? Donc les possédés ont des cicatrices qui disparaissent comme par magie, normalement dans le film de l'exorciste, Regan s'inflige ça au fur et à mesure des attaques. La famille quant à elle, elle n'a pratiquement pas d'histoire à raconter, et un autre prêtre qui, comme seul défaut, avoir commis le péché d'avoir couché avec une femme, c'est pas forcément très intéressant. Et une séquence finale sans queue ni tête qui veut toujours en faire plus, toujours dans le spectaculaire, mais d'un ridicule sans nom. Et enfin de l'action qui ne s'arrête jamais, qui en oublie même sa volonté d'origine, c'est-à-dire de faire peur. Et il se paye même le luxe d'être inintéressant. Mais l'exorciste du Vatican, malgré la bonne tête d'affiche, n'est pas le seul cas isolé comme je le rappelais précédemment. Ce qui me fascine, c'est que le genre n'a jamais été compris depuis 1973. Encore aujourd'hui, en 2023, les studios restent persuadés d'avoir compris cette recette, mais manque cruellement d'analyse. L'exorciste du Vatican est là pour nous prouver que les studios ne savent toujours pas faire ce genre de film. Il reste tout de même quelques successeurs à William Friedkin qui arrivent à se démarquer sans l'égaler totalement. Je pense aux nouveaux talents qui émergent depuis 2010 environ et qui sont, je pense, ceux qui peuvent encore nous surprendre dans l'épouvante. Quand James Wan, par exemple, nous a présenté le premier Conjuring, j'ai vu que sa narration et la réalisation se complétaient pour nous faire peur, nous surprendre même en étant spectaculaires. Le film
film était réussi et pourtant il en faut beaucoup pour arriver à avoir peur. Scott Derrickson avec Sinister, le dernier exorciste qui arrive aussi à être différent tout en exploitant les bons côtés du film de 1973. Est-ce que cette personne est folle ou non en utilisant le fan footage comme aspect documentaire qui arrive presque à être réaliste? Ari Aster avec Hérédité qui lui exploitait un autre bon côté de l'exorciste, la montée crescendo de la possession avec une narration solide et la gênance qui va avec, surtout que ça pouvait être vraiment terrifiant et marquant à la fois. Et enfin je terminerai avec un autre film, celui de l'exorciste d'Emily Rose, qui était intimiste et réaliste, pouvant donner de très bonnes scènes et avec son aspect procès donne au genre un nouveau souffle, avec le regretté Tom Wilkinson. Même s'il existe des successeurs ou des ambitions similaires avec les exemples cités, ils n'ont jamais égalé l'exorciste malgré les bonnes intentions. Et on va passer au numéro 3. We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. Numéro 3, The Marvels. Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Kree. Les effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree. Ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein de Cyber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler ensemble pour sauver un univers. Alors là, écoutez, un film de super-héros beaucoup trop lambda. Ce film, vous l'avez vu 1000 fois. Tellement il invente rien. Inutile en plus dans la saga MCU, Marvel continue sa chute avec Ant-Man 3 sans avoir avancé dans son histoire, excepté les histoires de Loki ou Wanda depuis Endgame. Mis à part Miss Marvel qui s'amuse un tant soit peu dans le film, le reste, c'est déjà oublié. Vous savez quoi? Ça aurait été défendable si on avait cherché à faire de la nouveauté, tout en incluant à introduire les X-Men. Car oui, la scène post-générique reste la seule chose positive du film. Imaginez juste, on se focalise sur le personnage de Monica Rambeau, qui, dans une autre dimension, retrouve sa maman décédée, bien vivante, mais que dans cette dimension, sa mère n'a jamais eu de fille. Je veux dire, ça c'est cool, c'est cette histoire qu'il fallait raconter, pas celle qu'on vient de subir. Là, on aurait été dans l'émotion, avec des véritables enjeux qui changent. On fait avancer les personnages, et en plus on introduit les X-Men. Pas belle la vie. Mais non, la seule bonne idée, on la met en post-crédit. C'est là toute la problématique de Marvel, je pense. Et maintenant, numéro 2. Numéro 2, Aquaman et le Royaume perdu. Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais, avec le légendaire trident noir entre ses mains. Pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer avec son frère Orm, ancien roi de l'Atlantide, et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible. Film proche de la blague, ne respectant pas les fans de DC, pas sûr que James Gunn redresse la barre, mais bon, le dernier clou du cercueil, il était là à travers l'euphorie gênante de Jason Momoa. Le film est, je pense, malade et a dû subir pas mal de changements. Toujours est-il qu'on remarque quand même quelques éléments recherchés dans certains décors, mais ça va guère plus loin. Les effets sont parfois très flous, pas tout le temps aboutis, sans parler de la mise en scène qui est clairement pas inspirée, plus que ça. Je ne suis pas déçu personnellement, car le tournant était déjà pris pour la saga, et d'ailleurs numéro 1. J'ai lancé un SUV sur un dragon. J'adore ma life. Numéro 1, Shazam, la rage des dieux. Investi des pouvoirs des dieux, Billy Paxton et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leurs responsabilités de super-héros. Mais quand les filles de l'Atlas, trio d'anciennes déesses ivres de vengeance, débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée il y a longtemps, Billy, alias Shazam, et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, à rester en vie et à sauver, en plus de ça, la planète.
Bah, c'est également une vaste blague, tout comme le premier film d'ailleurs quand on y repense. Un flop bien mérité, mais là aussi, rien à dire de plus, juste que c'est le résultat de trop plein de super-héros qui utilisent la même recette, que ce soit le MCU ou le DCU d'ailleurs, pour essayer de brasser le maximum d'argent. Mais bon, la formule se voit, et les spectateurs, bah, ils veulent de la nouveauté. Ça s'est vu cette année. La preuve, Oppenheimer et Barbie ont été hissés au premier rang. Là ici, on a des héros et des méchants interchangeables où l'ennui est bien présent, car les enjeux sont au minimum syndical. Voilà, c'était mon flop. Il s'agit évidemment d'un flop personnel, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, je serai ravi de vous répondre et d'échanger avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Where's my mind? Where's my mind? Way out in the water, see it swimming, with your feet on the air and your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah.